Je vous invite maintenant à accueillir Danielle Linhart, qui est sociologue du travail et directrice de recherche émérite au CNRS, membre du laboratoire, attention, il y a plein d'acronymes, GTM CRESPA, genre travail, mobilité et centre de recherche sociologique et politique de Paris 8 et Paris 10, dont pour une petite conférence aussi d'une demi-heure, dont le sujet est la modernisation managériale et détournement du sens du travail. Merci à Danielle Linhart de venir nous accueillir, pas nous accueillir, c'est nous qui vous accueillons. Voulez-vous être ici? Oula. Ici, vous avez... Merci. Vous avez une demi-heure, ça vous va? Pardon? Une demi-heure, ça vous va? Vous avez une montre? Oui, très bien. Vous aurez la possibilité aussi de poser vos questions à la suite. Merci beaucoup. Attends, excusez-moi. Voilà. Ça marche? Oui. Bon, bonjour à toutes. Ça marche pas? Si? Parlez bien dans le micro, ça marchera, je pense. Ça marche? Bon, oui, je vais vous le donner, peut-être celui-ci sera plus efficace. Merci. On demande aux ingénieurs ce qui est le mieux. Merci beaucoup. Bon, bonjour à toutes et à toutes. J'ai l'impression d'être, bien que je sois très heureuse d'être accueillie parmi vous, j'ai l'impression d'être un peu décalée par rapport à ce qui vous rassemble aujourd'hui et qui tourne autour du monde du travail et de la culture. Moi, je ne suis pas spécialisée dans le cadre de la culture, mais en entendant les dernières paroles qui se sont échangées tout à l'heure autour de la valeur de la culture, qui n'est pas que monnaie sonnante et trébuchante, on pourrait enchaîner en disant que le travail, même si c'est pas le travail de la culture, il n'est pas que monnaie sonnante et trébuchante pour ceux qui le réalisent, pour ceux qui l'effectuent. Le travail a une valeur sociale, identitaire, symbolique, extrêmement forte, où chacun projette quelque chose de ses propres valeurs et se met alors en résonance, le terme est effectivement intéressant, avec la société tout entière. Le travail, ce n'est pas uniquement gagner son salaire, c'est une expérience socialisatrice qui est très exigeante, mais où on se donne pour contribuer à la pérennisation de la société tout entière et aussi pour coopérer avec les autres et donc entrer dans le vrai monde pour s'affronter aux difficultés du réel et réaliser quelque chose. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose en commun, mais j'ai peur d'apparaître un petit peu décalé parce que mon propos, c'est surtout la modernisation managériale, mais de façon générale et pas simplement de la culture, et je voulais vous proposer une analyse un peu rapide de la modernisation managériale et de ce qu'elle fait au travail et de ce qu'elle fait aux travailleurs, dont la culture est une des dimensions, bien entendu. Alors, je dirais, pour aller un peu vite, que le modèle managérial, il s'est mis en place à partir fondamentalement de mai 68. Parce que mai 68 a été une remise en question de l'ordre social capitaliste dans les entreprises. Il faut savoir que ce n'était pas uniquement des grèves déclenchées par les organisations syndicales, mais c'était ce qu'on appelait des grèves du ras-le-bol. C'est-à-dire que les ouvrières, les ouvriers, les employés, d'un seul coup disaient, bon, il y en a marre, on en a marre de travailler dans ces conditions, on veut autre chose, on arrête. On arrête et qu'est-ce qu'on fait? On sort dans la cour, on discute et à ce moment-là, effectivement, les syndicalistes arrivent et disent oui, vous avez raison, on va demander des augmentations de primes, on va demander des augmentations de salaire, mais en réalité, c'est pas vraiment ce que demandent les salariés à ce moment-là. Il faut savoir que mai 68, c'est 3 semaines de grève générale avec occupation d'usine, la plus longue grève du XXe siècle. Plus longue que celle du Front populaire. Donc c'était un moment extrêmement important. Et en fait, ce que demandaient les salariés, en gros, c'est ce que Boltanski et Capello ont appelé la critique, justement, artiste.
par rapport à la critique sociale. La critique sociale étant on veut plus d'argent, on veut des conditions meilleures, moins de durée du travail, etc. Mais la critique artiste, disent Capello et Boltanski, c'est justement quelque chose d'autre et qui relève d'une volonté de se réaliser dans le travail, de se reconnaître dans le travail, de pouvoir être reconnu pour ce que l'on fait dans le travail, d'avoir de la dignité au travail, de pouvoir être fier de ce que l'on fait au travail. Voilà. En gros, c'est la critique artiste, se projeter comme dans une œuvre, se projeter dans son travail, et puis vouloir être non seulement se reconnaître soi-même dans son travail, comme dit par exemple un psychologue Yves Clos, mais être reconnu aussi pour la qualité de ce qu'on fait. Voilà. Donc c'était une remise en question extrêmement importante des règles du jeu capitaliste, durant les 30 glorieuses, je ne sais pas si vous connaissez ce que sont les 30 glorieuses, c'est les années 50, 60, 70 du siècle dernier, où il y avait un mode de travail qu'on appelait taylorien, fordien, extrêmement collectif, où chacun était soumis comme les autres aux mêmes difficultés, mais où il y avait des collectifs informels, justement, de salariés, de travailleurs qui essayaient ensemble de retrouver des miettes d'autonomie en créant ce qu'on appelle le travail réel par rapport au travail prescrit. Je ne sais pas si c'est familier, c'est-à-dire le travail prescrit, c'est ce qu'on est censé faire d'après effectivement les modes opératoires, et puis ce qu'on fait en réalité compte tenu de ce qui arrive dans tout travail, à savoir des choses inattendues, des dysfonctionnements, et là chacun y met du sien, et l'échange avec les autres, ça crée une sociabilité, ça crée du collectif, et puis on partage le sentiment d'avoir un destin commun, d'avoir des mêmes valeurs, d'avoir un vécu commun, et on se projette dans l'avenir en tant qu'acteur collectif en disant on va changer les choses, on va essayer de s'imposer par exemple au contremaître, qu'on va menacer d'une grève du zèle. La grève du zèle étant on fait effectivement que le travail prescrit et pas le travail réel, et ça sort plus. Voilà. Bon, ça c'était la situation dans les années 50, 60, 70, et les salariés se sont rendus compte que s'ils avaient un peu de, disons, de contrepartie agréable à faire tout cela, parce qu'ils avaient cette solidarité, sociabilité, ils en arrivaient quand même à rendre opérationnel et efficace un modèle qui les malmenait, qui ne les reconnaissait pas et qui les maltraitait. Donc, à un moment donné, c'est 68, il y en a marre. Voilà, on ne veut plus continuer, on veut changer. Alors, à ce moment-là, c'est le patronat qui a pris un peu le premier rang en disant écoutez, nous vous avons compris, vous voulez une autre vie au travail, on va vous la donner. Et c'est là qu'il a commencé à construire le nouveau modèle managérial qui reposait d'abord sur un premier pilier très intéressant, parce que en phase, on pourrait dire en résonance avec l'évolution de la société, et en même temps qui contribue à faire beaucoup évoluer la société. Et ce point fondamental, c'est l'individualisme. Le patronat, à l'époque, dit « Nous allons individualiser la relation de chacun à son travail, nous allons individualiser l'organisation du travail, la mobilisation des salariés, parce que c'est une manière, et ça c'est un véritable cheval de Troie, c'est une véritable manière de répondre aux aspirations, mais en même temps, ça casse les collectifs. Ça casse les lieux de résistance, les lieux de critique, d'opposition, de valeurs alternatives, de sentiments communs, d'avoir à œuvrer ensemble par-delà des difficultés. Et effectivement, l'obsession patronale, c'était casser les collectifs. Et pour casser les collectifs, promouvoir l'individualisation. Donc difficile à contrer pour les organisations syndicales, parce que c'est présenté comme une avancée, une fois de plus en cohérence avec l'évolution sociale. On sort de l'équation à travail égal, salaire égal, on sort de l'équation gestion collective, la même pour tous, par la promotion à l'ancienneté, etc. On introduit des nouvelles règles du jeu.
Et ces règles du jeu, ça va être progressivement... alors d'abord, ça commence par... Je donne un exemple pour montrer l'ambivalence de ces dispositifs et de ces pratiques qui sont difficiles à combattre et qui en même temps sont extrêmement vulnérabilisantes pour les salariés. Les horaires variables, qui peut être contre. Ça donne un peu plus de marge de manœuvre aux salariés, et notamment aux mères de famille qui peuvent accompagner leurs enfants à l'école avant d'embaucher. Mais ça veut dire que les salariés ne prennent pas nécessairement leur pause ensemble, ne déjeunent pas nécessairement ensemble à la pause du midi et ne sortent pas ensemble, ce qu'ils faisaient souvent, et en allant discuter au bistrot d'à côté les difficultés qu'ils avaient eu à affronter dans la journée et ce qui pouvait les mettre en colère, etc., etc. Donc on voit comment ça désagrège la vie collective tout en donnant plus d'espace et plus de possibilités aux salariés. Et par exemple, les organisations syndicales étaient extrêmement embêtées par ces horaires variables parce que tracter une usine, par exemple, où tout le monde rentre à la même heure, employés, salariés, ouvriers, etc., c'est facile en disposant une cinquantaine de militants, mais si les gens s'échelonnent entre 7h du matin et 9h du matin, ça devient beaucoup plus compliqué de les contacter, les diffuser des tracts, etc. Bon. Je passe rapidement, il y a bien d'autres dispositifs, etc. Mais on en arrive dans les années 90 à une situation assez étrange où chaque salarié a des objectifs personnalisés qui lui sont attribués par son supérieur hiérarchique immédiat, le N+1, et puis au bout d'un an, il subit une évaluation de ses performances qui va déboucher sur des primes différentielles, sur un salaire éventuellement différentiel, et cela va mettre en concurrence systématique les salariés qui auparavant étaient solidaires au sein de collectifs informels. Là, on introduit une compétition. Et je peux vous dire que j'ai vu des choses assez étonnantes en tant que sociologue de terrain. Je suis allée il y a une quinzaine d'années dans une usine où des ouvriers qui travaillaient sur la chaîne de montage avaient des objectifs personnalisés, avaient des évaluations personnalisées et étaient considérés clients, fournisseurs les uns des autres. Bon, c'est des situations totalement surréalistes, quand on sait qu'ils n'ont absolument aucune marge de manœuvre, qu'ils sont soumis à des prescriptions, à un rythme de travail qui est le même pour tous. Comment avoir des objectifs individualisés, etc. Et comment rendre compte de ses performances personnelles. Mais voilà, on est arrivé dans un monde progressivement du travail où se diffuse de façon insidieuse une compétition des uns avec les autres. On n'est pas solidaires. On cherche à être meilleur que l'autre pour avoir la plus grosse prime et pour avoir le meilleur salaire. Et puis, progressivement, il y a une psychologisation de cette relation à son travail. C'est-à-dire que non seulement il faut être meilleur que les autres, mais il faut se sentir en concurrence avec les autres, mais il faut se sentir en concurrence avec soi-même. Il faut toujours chercher à se dépasser. Il ne faut pas simplement, par exemple, atteindre les objectifs, il faut les dépasser. Il faut montrer qu'on peut trouver en soi des ressources qu'on n'imaginait même pas et toujours viser l'excellence, être toujours hyper réactif, hyper performant et développer en soi des ressources qu'on n'imaginait même pas. Et certains jeunes s'entendent dire, par exemple, révèle-toi à toi-même en même temps que tu te révéleras à moi, ta hiérarchie. C'est-à-dire, voilà, on est dans un échange comme ça c'est très, très dangereux parce que ça laisse de côté, ça dévalorise la professionnalité et ça met en valeur les ressources purement personnelles, subjectives, la personne. Vous savez maintenant, quand des recruteurs se voient confier la mission de recruter des salariés pour une direction d'entreprise, ils s'entendent dire « trouvez-nous la bonne personne ». Pas le bon professionnel, la femme de métier ou l'homme de métier. Non, la bonne personne. Et qu'est-ce que la bonne personne ? C'est la personne qui, alors ça c'est la rhétorique managériale, c'est sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui accepte de
se remettre en question, qui accepte de prendre des risques, qui a le goût de l'aventure, qui vise toujours à être meilleur. C'est quelqu'un qui est réactif aussi, on lui demande résilient, pardon, qui est résilient, c'est-à-dire qu'il doit accepter les échecs. C'est quelqu'un qui évidemment doit être loyal à sa hiérarchie. Et puis alors là, c'est le dernier critère demandé. Le dernier critère demandé, c'est la personne doit être apte au bonheur. Parce qu'il ne s'agit pas de plomber l'atmosphère par une personnalité pessimiste ou toujours critique ou qui voit toujours le mauvais côté des choses. Non, il faut être ouvert aux autres, à la hiérarchie, il faut être coopératif, mais il faut toujours chercher à satisfaire en réalité ses besoins personnels dans le travail. C'est-à-dire qu'on demande aux salariés de satisfaire leurs aspirations les plus narcissiques, au fond, en satisfaisant la hiérarchie, c'est-à-dire qu'en atteignant les critères et les objectifs, surtout les objectifs, notamment de rentabilité à court terme, fixés par la direction. Donc on est là dans une évolution qui est très très profonde du monde du travail. On passe d'un travail qui est une expérience socialisée, où on se découvre avec les autres face à des difficultés qu'on essaye de gérer ensemble, si on peut dire. Et on passe de cette expérience socialisatrice à une épreuve solitaire, où on est tout seul à chercher à satisfaire ses ambitions, ses aspirations les plus narcissiques à travers le travail. Le travail est du coup instrumentalisé au service de désirs personnels narcissiques. Donc là, il y a quand même une évolution extrêmement profonde. Alors, on pourrait dire, au fond, pourquoi pas ? Pourquoi pas sortir de la logique de masse, laisser apparaître, vous qui êtes dans la culture, vous devez peut-être être sensible à cet argument, laisser apparaître la spécificité de chacun au travail, son apport personnel, ses capacités subjectives les plus inattendues, son goût du succès, de la réussite personnelle. Pourquoi pas, on pourrait dire. Mais il se trouve que ces aspirations qui donc sont sollicitées, hyper sollicitées en permanence par le management, vont venir se fracasser contre la deuxième dimension du modèle managérial, qui est une organisation du travail largement inspirée encore par le taylorisme. Alors, ça, c'est quelque chose qui est quand même étonnant, on peut dire paradoxant. D'un côté, on dit, vous êtes libre, exprimez-vous, réalisez-vous dans votre travail, mais attention, faites-le dans le cadre d'une organisation qu'on a pensée pour vous et qui sera prescrite avec des protocoles, des procédures, des process, des méthodologies, des nomenclatures, des codifications, des bonnes pratiques concoctées par des consultants de grands cabinets internationaux qui ont un rapport totalement abstrait à votre travail. On ne leur demande pas de le connaître. Au contraire, on leur demande d'avoir un rapport abstrait, notamment à travers les bonnes pratiques. Vous savez, sur une veille permanente dans le monde, repérer les méthodes de travail les plus rentables dans n'importe quel secteur, n'importe quel métier, pour les rapatrier dans un autre pays éventuellement, dans un autre secteur. Alors, à titre d'exemple, et ça c'est quelque chose de vrai, à un moment donné, les consultants ont dit, voilà, pour la réception des patients aux urgences d'un grand hôpital, on va se caler et calquer les dispositions mises en place par la réception des voyageurs à Roissy. Comme si on pouvait comparer des gens qui partent en voyage d'affaires ou en voyage de vacances à des patients qui arrivent totalement effondrés, démunis, angoissés pour se faire soigner dans un hôpital au niveau des urgences. Bon, on voit bien c'est une perception totalement abstraite. Et donc, on va demander aux salariés dont on sursollicite l'inventivité, la créativité, la volonté de se retrouver, de se reconnaître dans le travail, eh ben, on va leur demander de faire cela dans un travail qui ne tient pas compte du tout de leur professionnalité à eux, et on va les soumettre
à la décision organisationnelle de personnes qui sont certes de grands experts, mais qui ne connaissent rien au métier qu'ils vont encadrer. Donc là, on est dans une confrontation extrêmement difficile, extrêmement douloureuse, que les salariés, la plupart du temps, ont du mal à comprendre. Et on peut se poser, j'espère que vous vous posez la question, de savoir pourquoi d'un côté, on libère l'inventivité, la créativité, on sollicite la part la plus humaine de cette ressource particulière qu'est la ressource humaine, et pourquoi de l'autre, on conserve une organisation du travail qui reste prescriptive et d'inspiration taylorienne. Alors la réponse, elle se trouve dans ce qu'est véritablement le taylorisme. Parce que le taylorisme, c'est pas uniquement une méthode d'organisation technique du travail, mais c'est aussi une philosophie sociale. Et Taylor, qui était un consultant à son époque, donc à la fin du 19e siècle, c'était un consultant pour faire la promotion de son modèle. Il a beaucoup écrit, et on comprend bien ses inspirations, ses objectifs et les caractéristiques de son modèle. Et il part d'un principe, d'un constat, mais qui devient un principe, c'est que le savoir, c'est du pouvoir, dit-il. Et si on laisse le savoir aux ouvriers dans les ateliers, on leur laisse le pouvoir. Or, au moment où Taylor faisait la promotion de son modèle, il faut savoir que c'était les ouvriers de métier qui embauchaient des compagnons et qui ensemble définissaient l'organisation de leur travail et leur rythme de travail. Parce que le patron, qui était le businessman, qui amenait du capital, ne connaissait rien au métier qui lui était nécessaire pour vendre ce qu'il voulait faire produire. Et donc, le patron dépendait du savoir des ouvriers. Et Taylor dit, qu'est-ce que j'observe? C'est la flânerie systématique. Évidemment, la productivité est faible parce que les ouvriers, disent-ils, cherchent à se ménager, ne pas avoir d'accident, ne pas trop se fatiguer, ne pas produire trop par rapport à ce qu'ils sont payés. Voilà. Bon. Donc, il dit, je les comprends, mais le problème, et c'est là où on voit vraiment l'idéologie, c'est, il dit, moi, je me situe au niveau des intérêts supérieurs de la nation américaine et je veille au bonheur américain. Et je dis, il ne peut pas y avoir de bonheur américain tant que les ouvriers impose un niveau de productivité très faible parce que les biens n'arrivent pas en abondance et à des prix abordables sur le marché. Voilà. Donc il dit, il faut sortir de cette position et il faut retirer le savoir aux ouvriers. C'est ça le taylorisme. Parce que à partir, dit-il, si du moment où les ouvriers détiennent les savoirs, ils peuvent imposer leur point de vue sur la manière dont le travail doit se dérouler. Ils sont les détenteurs du savoir et ils peuvent imposer les règles du métier, l'art du métier, la manière de faire, etc. Et il dit, Taylor, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Il faut qu'au contraire, les ouvriers soient dans une position de réceptivité, qu'ils acceptent une certaine docilité pour le bonheur américain, une fois de plus, pour les intérêts supérieurs de la nation. Et c'est la science qui va décider, dit-il. Parce que la science, elle est universelle, neutre, impartial et objectif. Donc la science va être convoquée par les ingénieurs que le patron, le businessman, va faire venir autour de lui et eux vont aller piquer. Il dit, il faut aller observer toutes les manières de produire, les procédés, les pratiques de métier, etc., vont constituer un corpus de pratiques et à partir de ça, ils vont utiliser la science qui est effectivement, dit-il, neutre, objectif, parce que bon, objectif et impartial, et voilà, on aura une organisation du travail qui prendra en compte les intérêts supérieurs de la nation américaine. Mais ça, c'est une manière, en fait, d'introduire la contrainte et le contrôle dans l'organisation du travail, qui est légitimement, hein, parce qu'il ne s'agit pas de taper sur la tête des travailleurs. Donc, on est dans un cadre où, effectivement, l'idée fondamentale, c'est ça la philosophie, c'est le capitaliste ne doit pas dépendre de l'état d'esprit de ses travailleurs, de leur bonne ou mauvaise volonté, c'est lui qui doit imposer l'organisation du travail. Donc ça, c'est une révolution formidable qui s'est développée tout au long du XXe siècle jusqu'à ce que les travailleurs, à un moment donné, en 68, dans le monde entier, mais très très fortement en France, on dit non, ça suffit, on veut plus de ce travail-là, on veut plus être uniquement des exécutants,
par contre, et donc à ce moment-là, le patronat dit il faut trouver les solutions, mais il va les trouver dans les modalités de mobilisation, c'est-à-dire atomisation des salariés et donc diminution de leur capacité de contestation, de critique, de constitution en tant qu'acteur collectif. Et puis, on garde l'organisation taylorienne du travail parce qu'elle assure l'emprise et la domination sur les salariés de façon légitime, puisqu'elle a recours à la science et elle vise la one best way, la seule et meilleure manière de produire. Ce qui a convaincu les esprits. Je rappelle juste que Lénine, il a introduit le taylorisme en Union soviétique au début du XXe siècle. Et les esprits de gauche disaient il ne faut pas combattre l'organisation du travail, qui est rationnelle. On dit l'organisation rationnelle ou scientifique du travail. Il faut se battre sur la redistribution des richesses. Il faut donner plus aux travailleurs, mais pas remettre en question l'organisation du travail. Or, c'est celle-ci qui heurtait le plus justement ce que les uns et les autres mettaient d'eux-mêmes collectivement et individuellement dans le travail, c'est-à-dire non pas simplement leur force de travail pour gagner de l'argent, mais leurs aspirations à faire quelque chose dont ils pouvaient être fiers, d'y trouver du sens, et ils se battaient pour ce sens. C'est ça la différence entre travail prescrit et travail réel. Bon, alors, il faut que j'accélère parce que j'ai l'impression que je prends trop. 5 minutes encore. Ah oui. Alors, donc, organisation, qu'est-ce qu'on voit toutes les procédures, les protocoles, ça j'en ai parlé, qui s'imposent aux travailleurs. Mais pour que ces salariés qui sont de plus en plus formés, qui sont de plus en plus dans le tertiaire, c'est notre époque, dans les activités de service, pour qu'ils acceptent de se réaliser, de s'épanouir à travers des procédures, des process, etc., il y a une pratique fondamentale dans le nouveau modèle managérial qui est celle du changement perpétuel. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans l'esprit taylorien, elle met en obsolescence les savoirs, les connaissances, l'expérience qui ont été réunis collectivement et individuellement par les salariés. Lorsque vous changez tout le temps, effectivement, ce que vous saviez par votre formation, par votre expérience, par l'accumulation de connaissances, ne sert plus à grand-chose. Vous êtes complètement dépassé. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des restructurations de services et de départements, ce sont des recompositions incessantes de métiers, ce sont des changements incessants de logiciels, ce sont des mobilités systématiques imposées, ce sont des déménagements aussi imposés pour que les gens ne se connaissent plus, ne soient plus côte à côte dans la durée. Bref, tout bouge tout le temps. Et du coup, les salariés, je vais un peu vite, mais sont ravalés au rang d'apprentis à vie. C'est-à-dire qu'ils ont tout le temps à essayer de reconquérir une maîtrise cognitive de l'environnement et du contenu de leur travail pour comprendre comment ils doivent travailler. Et ça, c'est très fatigant, c'est très épuisant, c'est une des bases, je dirais, une des causes plutôt du burn-out, mais une parce que l'autre, c'est la dépréciation de l'image de soi. On ne se fait plus confiance à soi-même parce que ce que l'on savait, ce que l'on sait, ça n'est plus utile, ça ne sert plus, c'est dépassé. On est déboussolé, on se situe dans une situation de précarité subjective. On a beau être fonctionnaire, on a beau être en CDI, eh bien on n'est pas sûr de pouvoir, dans les années qui viennent, être à la hauteur et arriver encore à se remettre en état d'atteindre ses missions dans un environnement qui a complètement changé. Donc là, on est dans une situation qui vise à affaiblir, à vulnérabiliser les salariés, c'est-à-dire qu'ils ont tout à réapprendre comme des apprentis, et en plus, ils n'ont pas la solidarité des anciens qui leur transmettaient les savoirs, parce qu'on est dans un monde individualisé, un monde du travail individualisé, et où les uns et les autres sont en compétition avec les autres. Alors là, on est vraiment dans des situations qui sont source de souffrance, source de mal-être. On a vu les suicides, je ne sais pas si vous avez suivi le procès de France Télécom, où les 3 dirigeants ont été condamnés pour harcèlement moral institutionnel en raison du nombre de suicides qui avait lieu à France Télécom, France Télécom était
cette entreprise était une espèce de laboratoire du changement permanent et de la productivité à tout va. Bon, on est dans un monde du travail qui devient extrêmement maltraitant pour les salariés, pour les travailleurs, maltraitant aussi pour les usagers et les consommateurs, qui, eux, sont moulinés par les neurosciences, l'intelligence artificielle, qui se targuent de pouvoir faire acheter quelque chose à quelqu'un qui n'a même pas réalisé le désir d'achat qu'il avait. Voilà. Enfin, on est dans des formes non plus de marketing 5, mais de manipulation des consommateurs et des usagers, qui est véritablement délétère et qui est très problématique. Mais on est aussi dans une situation où le travail, tel qu'il est organisé, ne peut pas être remis en question par personne. Parce que, alors, et je vais terminer là-dessus, il y a un lien au cœur du rapport salarial, du contrat salarial. Il y a le lien de subordination qui s'appelle le devoir d'obéissance dans le secteur public. Ce lien de subordination, il stipule tout simplement que lorsque vous signez un contrat de travail salarial, vous acceptez de vous soumettre aux ordres de la hiérarchie et d'obéir dans le cadre de votre travail. C'est pas vous qui allez décider de comment vous allez travailler, de quelles vont être vos missions, de quels seront les moyens pour les atteindre. On va le décider pour vous, et si vous ne l'acceptez pas, si vous critiquez, si vous contestez, ça peut être considéré comme une faute professionnelle qui vous mène au licenciement professionnel. Donc le lien de subordination, c'est quelque chose qui tient les salariés. Auparavant, il existait, mais il était un peu, je dirais, géré, le terme n'est peut-être pas le meilleur, mais par les collectifs informels de travail qui le diluaient en quelque sorte. Maintenant, avec l'individualisation, la personnalisation, chacun a le lien de subordination comme une véritable laisse autour du cou. Et il n'a aucun pouvoir. On voit, par exemple, qu'on peut télétravailler, les ordres et les méthodes de travail sont relayées par les logiciels. Voilà. Mais on est dans un état de dépendance totale. Donc, la question qui se pose, et je terminerai vraiment là-dessus, c'est comment faire pour que le travail devienne un enjeu de société, que devienne l'enjeu politique au sens noble du terme, et cela devient totalement nécessaire et impératif et urgent compte tenu des nécessités liées à la maltraitance des salariés et à la prédation des ressources naturelles de notre planète. Voilà. Merci beaucoup, Danielle Linhart. On peut vous applaudir. Merci infiniment. On a le temps... On a encore le temps pour une ou deux questions. On va déborder un petit peu, parce qu'on a commencé un petit peu en retard. Il y a beaucoup de questions. Je vous invite, je vais en choisir deux, et puis après, il y a encore une petite intervention de 5 minutes, et après, on ira déjeuner. Allez, on va commencer par là, et après, monsieur là, ici. Où êtes-vous ? Qui est madame ? Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que vous devez le savoir, mais nous, dans le secteur des arts visuels, on n'a pas de convention collective commune qui tienne en fait compte des spécificités de chacun des métiers. Donc il y a plusieurs conventions collectives, comme la convention ECLAS, Indéac, Alifsa ou les grilles de la fonction publique. Et du coup, ça empêche aussi de faire corps, de faire reconnaître nos métiers. Et notamment dans le secteur de la médiation culturelle, où voilà, on se retrouve avec des contrats qui n'en sont pas, des conditions très précaires pour exercer les métiers, alors même que l'intervenant précédent nous parlait de l'importance de la transmission et de la diffusion de la création pour même obtenir les subventions publiques. Et donc, ma question, c'est déjà peut-être d'avoir un retour de votre part sur cette situation. Est-ce que vous avez des exemples dans l'histoire actuelle ou précédente de pans entiers, de secteurs qui peuvent être un peu minimisés et dont on essaye d'empêcher la professionnalisation des métiers, ou leur reconnaissance en tout cas?
Ah oui, alors c'est une excellente question. Merci de la poser. C'est très important parce que, en fait, ça reflète un peu une partie de l'avenir qui nous attend. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui sont effrayés par le salariat parce qu'ils voient à la maison leurs parents discuter de ce qu'ils vivent dans les entreprises en tant que salariés et ce qui ressort, c'est vraiment un sentiment d'impuissance. Ça leur fait peur. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Eux, ils disent, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, j'ai peur. Et donc, ils disent, je vais être freelance, ou je vais travailler sur les plateformes ubérisées, ou je vais me mettre auto-entrepreneur, ou je vais créer une mini-scope. Enfin bref, fuir le salariat, mais ils sont plongés alors dans un monde du travail sans garantie, sans droit, sans protection, et ils ne comptent plus leurs horaires de travail. Donc, c'est un peu ce qui semble se dessiner, c'est-à-dire que les directions d'entreprise, elles sont très contentes d'avoir un corps de salariés, des entreprises sous-traitantes, et puis des salariés autour qui sont dans un état de dépendance économique, mais ne relèvent pas des cotisations de l'entreprise, de la direction de l'entreprise. Et donc, c'est tout bénef. Je crois que c'est un combat extrêmement important et absolument décisif que de chercher à unifier effectivement les conventions, à créer des communautés de métiers, des communautés, dans votre cas, d'artistes. Ça, c'est quelque chose de très, très fondamental. Et il faut aller à l'encontre de cette tendance qui vise à mettre de façon marginale des statuts qui n'en sont pas réellement et qui, par exemple, on l'a vu, essayent de minimiser aussi dans le secteur privé l'importance des conventions collectif, puisque maintenant il y a l'inversion, ce qu'on a appelé de la norme des conventions collectives. C'est pas nécessairement la meilleure qui va primer. Il y a une focalisation de plus en plus forte sur le niveau de l'entreprise par rapport au niveau interprofessionnel, au niveau professionnel, au niveau national. Donc c'est véritablement un enjeu politique. Quand je dis politique, c'est au sens un enjeu de société fondamental que de lutter pour recréer tout le plus possible du collectif, de la communauté, du général. Ça, c'est fondamental parce que la logique du monde du travail, c'est l'atomisation. C'est l'atomisation des esprits, mais c'est aussi l'atomisation des statuts. Donc là, il y a un enjeu fondamental. Mais il me semblait que dans la culture, il y avait le très bon statut de... Comment ? Oui. Non. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Ouais. Oui, mais la lutte, elle est dans, effectivement, même au sein des entreprises, privilégier le collectif et aussi imposer un ralentissement des changements en exigeant, par exemple, des bilans avant de refaire des changements. C'est fondamental parce qu'on est dépassé, on est soumis tout le temps à un renouvellement, on ne maîtrise plus, ça change tout le temps, y compris au niveau des conventions, des statuts, et ça... Je crois que ce qu'il faut essayer de restaurer, c'est la dimension collective et la maîtrise temporelle. Merci. On va prendre une deuxième et dernière question. Je vous invite à échanger après cette conférence. On est pris par le temps, je suis désolée. Hop, merci. Bien, merci pour votre intervention. Moi, c'est pas tant une question pour vous qu'une question un peu pour tout le monde ici. Je suis très intéressé par quand vous différenciez travail prescrit et travail réel. Et en fait, on le sait déjà que dans le milieu culturel, en fait, on tient que par ça. Mais comme malheureusement la plupart des services publics aujourd'hui, l'hôpital ne tient que comme ça, la justice ne tient que comme ça. Enfin, c'est voilà de pire en pire. Et du coup, un peu moi, ma remarque ou question, c'était comment faire en sorte pour qu'on évite l'auto-exploitation, que ce soit des artistes, des travailleuses de l'art, voire des structures elles-mêmes, en ces temps de vache maigre, comment éviter que la situation se dégrade encore et que nos conditions de travail finalement ne fassent que se dégrader par ces temps. Et vous avez raison, c'est une question à tous et à toutes. Effectivement, l'avenir du travail, ça dépend de la délibération collective. Et il faut sortir de cette individualisation pour pouvoir délibérer et libérer. Alors le terme n'est pas bon, je l'aime pas beaucoup, mais j'en connais pas d'autres. L'intelligence collective que les gens qui sont à la fois
que les citoyens, qui sont les travailleurs, les consommateurs et les habitants de la planète, puissent avoir leur mot à dire sur la définition des missions qu'ils sont prêts à porter. Comment travailler, pour quelle finalité et quelles conditions. Mais c'est effectivement une question que vous adressiez à tout le monde. Donc, le petit bébé qui va répondre. C'est l'avenir. Merci beaucoup Daniel Linhart, on va encore l'applaudir. Merci beaucoup pour votre intervention.